séquestrer du carbone. C'est des sujets qui sont d'actualité. Je pense que vous êtes familier aussi de tous les débats qu'il y a eu autour de la neutralité carbone cette dernière année. C'est des sujets qui font aussi parfois polémique, on va y revenir. Et donc l'objectif de cet après-midi, enfin en tout cas de cet atelier, c'est de vous partager un petit peu notre vision sur les différents paramètres de ce type de projet. Carbone, biodiversité et forêt. J'ai la chance parce que moi j'ai 3 experts pour moi sur cet atelier. Donc j'ai beaucoup de chance qui m'accompagnent cet après-midi et on va les écouter du coup aussi sur voilà, quelle est leur vision du sujet, quelle est l'approche qu'on défend au WWF, quels sont les travers aujourd'hui des pratiques et puis débattre avec vous. Nous, ce qui va nous intéresser aussi ensuite, c'est d'avoir un peu votre sentiment à vous. Comment vous voyez ce sujet et cette évolution sur ces sujets de compensation à contribution? Quelles sont, vos attentes aussi, votre perception sur la communication qui en est faite? C'est un vrai sujet aussi, mais j'y reviendrai après. Donc pour rester dans les temps, le timing est important. Je vous propose qu'on démarre du coup avec nos 3 experts que je vais appeler, alors peut-être pas sur scène parce qu'on a qu'une chaise, donc je ne voudrais pas qu'ils se battent. Alors peut-être là, donc Yann Laurence qui est notre directeur... Ah ouais, tu te mets debout avec moi, parfait. Yann Laurence qui est notre directeur du pôle biodiversité terrestre qui est avec nous aujourd'hui. Daniel Valory, qui est le responsable de notre programme forêt, donc je pense que certains d'entre vous connaissent. Et puis Bastien Alex, qui est notre responsable du programme climat-énergie. Donc là, on a vraiment les trois piliers, je dirais, en termes de contribution biodiversité et carbone, à qui je vais du coup donner la parole. Pour commencer, peut-être, du coup, moi j'ai envie de commencer par le sujet carbone, Bastien, parce que je pense que c'est quand même celui qui fait le plus polémique, enfin qui questionne beaucoup aujourd'hui, pour que tu nous présentes peut-être un peu notre approche, les questions qu'on a et les réflexions qu'on a au WWF et un peu notre vision sur ce sujet-là. Merci, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. J'ai une petite pensée émue pour nos collègues qui animent les autres ateliers qui vont être un petit peu moins fournis. Mais bon, c'est l'effet triple expertise. Non mais blague à part, je pense que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est certainement pas un hasard. Effectivement, c'est que le sujet en phagocyte beaucoup d'autres. Et on a décidé effectivement de commencer par le carbone pour peut-être l'évacuer et se concentrer après sur la biodive et la question des forêts. Alors, je vais passer moi-même mes slides, écoute, c'est pas grave, en espérant que ça fonctionne. Voilà, ça marche. Et désolé pour ceux qui sont tout au fond, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais on a essayé de faire des présentations économes en slides. Je vais essayer de faire court et de partir sur 10 minutes d'intervention. Désolé, je vais sans doute faire quelques redites aussi par rapport à ce que disait Jean-Baptiste. Encore merci d'avoir planté le décor puisqu'on va pas mal rebondir sur tout ce que tu as dit. Des slides que peut-être tu as montrés, mais comme j'étais tout au fond, je n'ai pas pu tout voir. Voilà, je voulais revenir sur l'urgence de la situation parce qu'effectivement, c'est ça tout le paradoxe en fait, c'est qu'on n'arrête pas de parler de solutions de décarbonation. On a de plus en plus de données scientifiques, de publications qui s'accumulent. Depuis maintenant des décennies, juste rappeler quelques chiffres, mais le protocole de Kyoto existe depuis 25 ans, le GIEC depuis presque 35 ans, ce sera les 35 ans du GIEC l'année prochaine. On peut aussi citer le rapport Meadows qui a 50 ans et qui déjà alertait sur les dangers de la combustion des ressources fossiles et de cette difficulté qu'on a à découpler notre croissance économique de cette consommation de ressources fossiles. Mais en fait, malgré toutes ces annonces et toutes ces publications, les émissions ne baissent pas. Alors les émissions peuvent baisser côté France, côté Europe, aussi aux États-Unis. Il y a des baisses qui sont enclenchées, qui sont régulières, qui sont peut-être pas aussi rapides que ce qu'on voudrait, mais qui sont effectives. Mais par contre, au niveau mondial, les émissions ne baissent pas. Donc c'est quand même un vrai paradoxe que d'être dans cette situation aussi, avec jamais il y aura eu autant de conscience de cette urgence et on n'arrive pas à enclencher ce petit shift. Leçon intéressante du Covid aussi, on le disait, on a réussi à mettre en place des mesures assez drastiques qu'on a tous suivies, en tout cas pour la plupart. Moi en tout cas je l'ai fait, je ne sais pas vous. Mais donc ça nous a été imposé de manière assez violente, on a répondu présent, il y a eu effectivement un décrochage subi des émissions, mais là on repart comme en 40, passez-moi l'expression. Et on n'a pas réussi à profiter de cette fenêtre. C'est pour ça que le Emission Gap Report des Nations Unies, qui sort donc traditionnellement avant chaque COP pour présenter le gap qui nous reste à combler en termes de réduction d'émissions, parle d'une fenêtre d'opportunité qui commence à se refermer. Donc on n'a pas su capitaliser sur l'expérience du Covid et on est toujours dans cette situation d'urgence.
donc je le disais, avec des émissions, en tout cas mondiales, qui ne baissent pas. Le rapport de l'UNEP nous montre qu'effectivement, il n'y a aucun scénario crédible aujourd'hui sur les rails pour limiter l'évolution de la température à plus 1,5 degré d'ici 2100. On est plutôt sur une trajectoire entre plus 2,4, plus 2,8 degrés d'ici 2100. Vous savez tous qu'on doit effectivement baisser nos émissions de 45% d'ici 2030. Si on n'arrive pas à les faire baisser tout court, ça va être effectivement très compliqué. Et 2030, vous vous rendez compte, on est bientôt en 2023, c'est dans 7 ans. Donc, pas la peine d'insister sur l'urgence. Et je crois que Véronique l'a dit aussi tout à l'heure en introduction, c'est que la COP27 qui vient de se terminer ne nous a pas permis de dissiper l'ensemble de nos doutes quant à la capacité de la collectivité, de la communauté internationale à prendre à bras le corps tous ces sujets. Puisque, sans revenir sur le bilan qu'en a fait Véronique, il faut encore une fois souligner qu'on n'a pas réussi à obtenir ce qui est pourtant dans l'accord de Paris, c'est-à-dire l'objectif de rehaussement des ambitions, objectif tous les 5 ans, donc de revoir à la hausse nos ambitions en matière de réduction des émissions. Et là, il n'y a pas eu effectivement de mouvement. Donc c'est quand même de ce point de vue un échec, même si on peut souligner la création du fonds pour les pertes et dommages. Maintenant, il reste à l'abonder ce fonds, et on sait très bien que c'est déjà très compliqué d'abonder le fonds vert. Donc voilà, on verra bien. Ce que je trouve intéressant dans ce diagnostic, c'est que ça questionne notre capacité d'action collective commune. Donc ça veut dire que peut-être on s'y prend mal, mais en tout cas on n'est pas extrêmement efficace vis-à-vis de l'objectif recherché, qui est la réduction absolue des émissions. Et je crois que ce que ça montre aussi, c'est qu'on ne peut rien faire seul. Ça ne sert à rien de penser que, évidemment, les États, lors des COP, vont arriver à tout résoudre quand on part du principe que c'est une négociation à plus de 195 États, dont la règle est l'unanimité, avec des États qui ont tous des lignes rouges. Le résultat de la négociation, c'est toujours le produit des lignes rouges. Et quand on a des États aussi différents que l'Arabie Saoudite ou Tuvalu, il est bien évident que c'est compliqué d'arriver à un consensus ambitieux. Ça, on l'aura tous compris. Donc, ce que je voulais juste vous partager maintenant, c'est du coup, concrètement, la question se pose au niveau des entreprises. Vous êtes tous ici, vous êtes tous des acteurs de la transformation de vos entreprises. Le fait que nous n'arrivions pas à résoudre ce problème de priorisation de la réduction des émissions questionne 2 concepts qui ont fait fleurir ces dernières années, la compensation et la neutralité carbone. Alors la compensation, vous savez tout ce que c'est l'idée qu'on va équilibrer notre bilan carbone à travers des projets de séquestration ou autres, des projets pour certaines entreprises, des projets aussi de déploiement des renouvelables dans d'autres pays. Donc c'est l'idée qu'on arrive à cet équilibre et qu'on peut revendiquer une forme de neutralité carbone. Le problème de cette approche, on pourrait discuter des heures, et peut-être que Daniel en dira un mot, de la qualité des projets, de la valeur de la tonne de carbone. Le problème de cette approche, c'est qu'elle ne me permet pas de mettre au centre le sujet primordial qui est, selon nous, la réduction des émissions, la réduction absolue des émissions. Compenser n'est pas réduire. Donc, au-delà de la discussion qu'on peut avoir sur la qualité des projets, c'est bien l'objectif qu'il nous faut garder en tête. Donc, ce concept de neutralité a été attaqué de plein de manières différentes, remis en question. Nous-mêmes, nous ne souhaitons plus le voir utilisé par nos partenaires, même si nous comprenons bien l'intérêt qu'il peut avoir et que tout le monde ne fait pas les mêmes allégations de neutralité. Il y a aussi ce problème de voir certaines entreprises beaucoup moins vertueuses que d'autres s'en revendiquer, alors qu'au final, elles vont passer par des crédits qui sont parfois de mauvaise qualité, par rapport à d'autres qui peuvent être plus vertueuses et avoir une vraie approche sérieuse de la compensation. Donc, en tout cas, le constat qu'on faisait, c'est que ce sont 2 notions qui sont compliquées, qui sont attaquées, qui ne font plus consensus. Et ça permet aussi de voir d'autres notions émerger. Le net zéro et la contribution carbone, dont je vais dire quelques mots. Bon, le net zéro, alors je sais que parfois c'est confondu, net zéro et neutralité carbone, mais dans le référentiel SBTI, ce sont 2 choses différentes. Le net zéro, c'est penser à l'échelle planétaire. C'est quand on arrive, après réduction absolue et maximale des émissions, à cet état où on peut équilibrer les émissions restantes avec des absorptions. Ça, c'est la définition SBTI. Et c'est aussi dans ce contexte qu'émerge la contribution, alors qu'il y a quelque chose d'un peu flou, parce que c'est aussi en cours de développement. Il y a plusieurs organismes qui mènent des réflexions. Vous avez peut-être entendu parler aussi du travail de Carbone 4 sur ce sujet. Il y a du travail au niveau du WWF international également sur cette problématique. C'est quelque chose de compliqué, parce que ça nécessite aussi un changement de paradigme. Dans sa version la plus pure, entre guillemets, l'idée de la contribution, qui tourne le dos quelque part à cette logique de compensation, c'est que vous, entreprise, vous allez financer des projets qui ont vocation, par exemple, à séquestrer du carbone. Ça peut être des projets forestiers, ça peut être des projets qui génèrent des crédits carbone aussi, mais vous n'allez pas revendiquer la possession de ces crédits et vous n'allez pas les ajouter à votre bilan comptable en disant, voilà, je fais des projets de compensation,
Si je suis dans une approche de contribution, je ne peux pas additionner les crédits de mes projets de contribution à ceux de compensation. Alors la différence, c'est que ces projets sont souvent beaucoup plus chers, les projets de contribution, parce que leur objectif n'est pas fondamentalement aussi de séquestrer du carbone, c'est aussi de rechercher de nombreux co-bénéfices, notamment en termes de biodiversité, et c'est aussi ça qu'on essaye, nous, de pousser. Donc l'objectif, c'est aussi de valoriser les efforts des entreprises en matière de contribution à travers la mise en valeur des montants investis et non plus de la tonne de carbone, parce que la tonne de carbone, en fonction de son prix et en fonction des projets, vous pouvez dire que vous allez équilibrer votre bilan carbone et que vous compensez à hauteur de 4 millions de tonnes de carbone, je dis n'importe quoi. Si ce sont des mauvais projets, des mauvais crédits, on vous dira, écoutez, votre allégation, elle est peut-être numériquement et comptablement juste, mais en termes qualitatifs, on est très très loin des résultats. Alors que si vous investissez dans des projets, des montants importants avec des projets avec des méthodologies très rigoureuses, de multiples co-bénéfices, de la transparence et toute une série de critères qui vont permettre d'en assurer la qualité, vous préservez aussi des critiques, du greenwashing et de toute la batterie de points négatifs que vous avez tous vu émerger cette année. Pour nous, c'est aussi une manière, encore une fois, de remettre l'église au centre du village, comme dirait Dominique Seux, donc de mettre l'accent sur la réduction des émissions, encore une fois, qui est notre objectif principal, et pour nous aussi de restaurer la confiance à la fois des investisseurs, des décideurs et aussi des consommateurs, puisqu'on pense que, et peut-être que vous partagez cette vision-là avec nous, on pourra aussi en débattre, la question du name and shame va être de plus en plus importante vis-à-vis des claims de neutralité, parce qu'il y a eu d'énormes abus de certaines entreprises ou même parfois de structures publiques, et qu'aujourd'hui le flou artistique sur cette notion fait qu'on a quelque part un peu perdu cette bataille et qu'il faut peut-être passer à une autre approche et une autre notion. Encore une fois, c'est un travail qui est en cours d'élaboration. La réflexion n'est pas achevée. Je vous ai présenté très rapidement et je vous ai donné la logique absolue. J'ai parlé de logique pure de contribution. On peut aussi discuter de ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a une approche contribution, c'est qu'on ne met plus forcément en valeur les crédits carbone ou la quantité de carbone qu'on séquestre, mais l'investissement qu'on effectue. Ça peut être effectivement dans le développement des puits de carbone au niveau mondial, mais c'est quelque chose qu'on offre, c'est une contribution, ce n'est pas une compensation. Donc c'est un changement de paradigme assez important, ce qui n'interdit pas aux entreprises de faire de la compensation de très bonne qualité par ailleurs. Ce n'est pas quelque chose que nous on veut interdire évidemment, mais en tout cas la recommandation qu'on pousse, c'est celle-ci, c'est peut-être avoir cette approche tournée vers des projets qui ne font pas uniquement ou qui n'ont pas vocation première à stocker du carbone. J'ai déjà peut-être été un petit peu trop long, donc je m'arrête là et je vais passer la parole à Yann pour faire le lien avec la biodive. Oui. Bien. Le solde est égal à zéro. Exactement. C'est-à-dire on produit du carbone et on a une action qui permet de ramener ce solde à zéro. La contribution, c'est que le solde est négatif. Il faut pas. C'est pas qu'il est négatif. C'est que vous ne faites pas le solde. Alors expliquez-moi, c'est ça que je veux bien comprendre. Que moi, si je ne suis pas présenté, je m'appelle Bédouchard et je travaille chez Mazars et je travaille un peu aussi bientôt pour le WWF en bénévole. D'accord. Donc l'idée de la contribution, c'est qu'on sort de cette comptabilité. C'est-à-dire que moi, si je suis une entreprise, que je finance un projet de contribution qui peut avoir de multiples co-bénéfices, qui peut stocker du carbone, qui peut faire de la restauration forestière, qui peut être un projet aussi avec d'autres composants de biodiversité, mais si ce projet séquestre du carbone, je ne vais pas effectivement l'ajouter à mon compte au même titre que des projets de compensation qui peuvent me permettre d'équilibrer mon bilan. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans le bilan de l'entreprise. C'est-à-dire ? Alors, il va y avoir une mesure. Il va y avoir une mesure de la quantité de carbone séquestré, il va y avoir aussi des métriques biodiversité, il va y avoir différents types de métriques. Mais si je peux me permettre, la différence principale, vous avez raison de la poser comme ça la question, la différence principale c'est que dans la compensation, on fait un solde, un plus, un moins égale 0. Dans la contribution, on ne prétend pas que les deux plateaux de la balance soient équivalents. Il y a d'un côté les émissions, de l'autre côté il y a ce qu'on fait pour la nature et le carbone, et on ne fait pas le c'est une autre comptabilité. Sera l'impact en termes de carbone séquestré, etc. Simplement, on ne le met pas en déduction des émissions.
Pas le bon micro. Ok, c'est bon. Voilà. Tiens, toi tu prends le mauvais, moi je prends le bon. La différence, elle est là. Simplement, on peut calculer, dans le cas d'une contribution, on calcule, on a une estimation du carbone séquestré. Simplement, on ne prétend pas qu'il vient se déduire des émissions. On coupe le lien entre les deux. On dit que ça n'est pas une balance qui va nous amener à zéro. On dit qu'il y a d'un côté le problème des émissions. C'est pour ça que Bastien disait qu'on peut par ailleurs compenser. C'est autre chose. Mais par ailleurs, on dit, bon voilà, on a des projets qui contribuent à régler le problème sur notre territoire avec tant de tonnes de carbone, mais on ne prétend pas que ça vient réduire notre bilan et qu'on arriverait à la neutralité, etc. C'est une différence. Ça paraît une nuance, mais c'est important. Parce que, notamment en termes de communication. Attendez, on ne va pas prendre trop de questions maintenant parce qu'on les prendra tout à l'heure. Parce que vous voulez quand même parler de biodiversité aussi, quand même. Il n'y a pas que le carbone dans la vie, il n'y a pas que Bastien. Il n'y a pas que le carbone dans la vie. Voilà. J'adore cette. En fait, on va traiter 3 thèmes. Comme tu veux. Allez. Ouais. C'est que ça peut être intéressant d'avoir la présentation de Daniel aussi, qui peut en partie répondre à certaines questions. Mais très rapidement, vous avez mentionné vos recherches qui étaient encore en cours et que ce n'était pas encore l'opérationnalisation de l'approche est encore quelque chose dont on discute parce que, vous l'avez compris, c'est assez peu consensuel. Oui, ma question est, est-ce que vous y réfléchissez uniquement au sein du VVF France ou est-ce que c'est une réflexion que vous menez au niveau international ? C'est une réflexion qui est menée au niveau du VVF international dont nous aussi on s'inspire. Il y a une task force qui travaille sur ce sujet-là depuis 2 ans et demi maintenant. Mais oui, il y a d'autres acteurs dans le monde, en France, qui travaillent sur ce sujet. Voilà, j'ai sûrement la réponse à votre question, monsieur. Les absorptions. On peut, mais encore une fois, tout ça, c'est des sujets dont on discute parce qu'on n'a pas fixé cette approche. Et j'ai oublié de le préciser, dans l'approche contribution telle qu'elle est prônée par certains bureaux au WWF, c'est aussi l'idée qu'au final, si on parle d'un projet de contribution qui va générer des crédits, vous abandonnez la possession de ces crédits au pays hôte du projet. Donc si c'était un projet en France, ce serait à la France. Ça, c'est l'approche telle qu'elle est poussée par certains, mais qui ne fait pas encore consensus. Et voilà, c'est aussi pour vous dire qu'il y a différents types d'approches et de volonté de pousser au maximum la logique. En tout cas, merci, parce que moi, j'avais peur, en ayant beaucoup de monde, qu'il n'y ait pas d'interaction. Et on démarre avec des questions, donc c'est chouette. Non, mais c'est chouette parce que souvent, c'est un peu le problème quand on est trop nombreux. Je propose qu'on continue avec toi, Yann, sur la biodiversité, qui est un sujet peut-être moins mature aussi au niveau des entreprises que le carbone. J'espère qu'il y aura autant de questions, du coup. Que tu nous parles un petit peu de l'état actuel au niveau des entreprises sur cet aspect biodiversité. Oui. Quelques mots sur la question. D'abord, on part de l'idée que sur la biodiversité, il y a un retard de prise en compte dans les entreprises. Un retard en relatif et en absolu. En relatif par rapport au carbone, par rapport au changement climatique, et en absolu par rapport au problème, à l'ampleur du problème. Pourquoi ? À mon avis, pour une raison bien simple, c'est qu'à peu près tout le monde a pris conscience de l'impact du changement climatique sur nos vies au sens matériel du terme, notre situation matérielle. Et donc, c'est pour ça que ça bouge, ça a commencé à bouger, etc. Ce n'est pas assez rapide, mais ça a commencé à bouger. Alors que ce n'est pas encore le cas pour une bonne partie de vos clients, de l'opinion publique, des élus dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure, etc. Pour la biodiversité. Pour le vivant, oui. Pour le vivant, pour une bonne partie des entreprises et pour une bonne partie de celles qui sont là notamment toutes celles qui sont autour de l'agroalimentaire, etc. Pour le vivant, oui. Tout le monde sait qu'on a besoin du vivant. Ça, c'est OK. Mais la diversité du vivant, le fait qu'il soit diversifié, ça, c'est beaucoup plus récent, c'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à factoriser dans une entreprise, pas facile à mesurer, etc. Donc c'est pour ça qu'on est en retard. Et quel est le problème globalement ? On a parlé des 69% d'effondrement du nombre d'animaux vertébrés sur Terre, donc ça veut dire que c'est bien un effondrement de la population, ce n'est pas des espèces, ce n'est pas un nombre d'espèces, c'est une population. Le problème principal en moyenne sur la planète, c'est une question d'espace. C'est l'espace que nous prenons
sur les habitats naturels ou semi-naturels, d'ailleurs pas besoin de dire qu'ils sont naturels, sur les habitats qui produisent, on va dire, qui abritent la biodiversité. On prend de plus en plus de place. Vous pensez tout de suite autoroutes, villes, etc. En fait, non, c'est votre assiette qui prend le plus de place. C'est-à-dire que c'est, vous le savez peut-être, 80% des céréales produites en France, c'est pour nourrir le bétail, hein, c'est pas pour manger. C'est pour nourrir, enfin, c'est pour manger des animaux ou des produits animaux que vous allez manger. C'est ça le problème en moyenne sur la planète. Et ça se fait de deux manières, soit par changement d'usage que j'ai appelé radical, ce qu'on appelle le changement d'usage du sol, c'est-à-dire on passe d'une forêt, ce que j'ai mis là, une forêt à un champ de soja, voilà, là c'est plus la même chose, soit une dégradation importante en termes de qualité et de diversité. Par exemple, on passe d'une prairie de fauche ou d'élevage extensif à une prairie labourée avec des intrants et on fait du lait à la place de la viande, par exemple, c'est un changement et c'est pour la biodiversité une dégradation. Pas forcément économiquement, mais voilà. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les organismes, c'est un peu comme c'est comme tous les organismes vivants. En fait, depuis la révolution industrielle, avec une accélération en 1950 et une autre en 1980, enfin la décennie, on demande de plus en plus de travail à la nature. C'est comme si on nous demandait de plus en plus de produire, d'énergie, de molécules, etc. etc. Et en fait, le problème, c'est que on leur demande trop, on lui demande trop, donc on s'appauvrit, on se surmène, en fait on surmène la nature, et du coup à ça vient s'ajouter toutes les menaces que vous connaissez, dont on a parlé. C'est pour ça que le changement climatique, par exemple, c'est une menace qui vient s'ajouter au fait qu'on surmène la nature. Et donc une nature en bonne santé, elle pourrait encaisser un peu mieux, en tout cas, pas forcément tout, mais un peu mieux, un changement climatique. Une surexploitation, la surpêche sur un écosystème en bonne santé, enfin, justement, il n'y a pas de surpêche par définition, parce que ça veut dire qu'on pêche dans les limites raisonnables de ce que l'organisme vivant, qu'est l'écosystème marin, en l'occurrence, peut produire. Les espèces invasives, elles viennent perturber un écosystème déjà malade, et en fait, ou en tout cas surmené. Et donc, voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais c'est pour ça que, pour nous, l'une des choses importantes et qui n'est pas souvent dite, c'est que, au fond, le sujet principal, c'est la maîtrise du sol. Notre action, notre politique doit s'intéresser à cette question. Qu'est-ce qu'on fait de l'espace ? Or, c'est la question, depuis toutes les civilisations, depuis l'Empire romain et les précédentes, etc., c'est la question centrale de toute politique d'aménagement, de toute politique tout court d'ailleurs, c'est le territoire, l'espace, qui a le droit de faire quoi, qui accède à quoi, qui doit garder quoi, etc. C'est central pour ça. Et ça va être central pour nous, pour nos politiques. Parce que aujourd'hui, de ce point de vue-là, les instruments qu'on a, ce sont les aires protégées. C'est la protection des espèces ou des espaces. Ça marche pas mal, mais c'est trop petit par rapport à l'ampleur du problème. C'est pour ça qu'on a 69% d'effondrement. On n'a pas encore 69% de perte d'espèces, parce que la perte d'espèces, c'est la fin d'un processus d'effondrement de la population. Mais aujourd'hui, on a des petites timbres-postes sur la planète qui protègent quelque chose, qui y arrive pas trop mal. C'est pour ça qu'on récupère des espaces naturels, c'est pour ça qu'on récupère parfois même des espèces, mais c'est trop petit à l'échelle du problème. Ça veut dire qu'il faut ensemble qu'on agisse sur le reste. Parce que sur tout bien sûr, hein, mais notamment sur le reste, sur ce qui n'est pas protégé, et notamment ce qui est autour des aires protégées, ce qui est assez vaste comme territoire, mais où on a des espaces en général intermédiaires entre le protégé et le complètement dégradé, sur lesquels on peut faire beaucoup de choses, qui sont souvent des espaces d'activité économique, parfois traditionnels, parfois moins traditionnels. Et donc, il faut qu'on assume que ce qu'on cherche, c'est un peu de maîtrise de ce qui se fait sur le sol. L'initiative dont on va parler aujourd'hui, dont on commence à parler aujourd'hui, c'est l'idée de se dire, bon, on n'a pas besoin d'acheter la France ou d'acheter le monde pour gérer le problème. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer d'agir sur juste ce qu'il faut, ce que j'ai mis comme ça, juste ce qu'il faut du sol. C'est-à-dire sans modifier la propriété, ça c'est un gros sujet politique évidemment et économique, sans modifier la propriété, sans modifier les droits, la loi, etc., sans modifier la succession. Vous voyez, ça c'est des notions absolument clés en politique, sans modifier ça, et sans couper le circuit économique de la forêt, sans demander de la forêt ou des écosystèmes, sans demander à ce que l'économie s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut agir sur une partie du droit de propriété qui est le droit d'user, non pas d'abuser, mais le droit d'user de la terre. C'est-à-dire, on dit, je vous achète
uniquement une pratique ou un changement de pratique. Vous pouvez faire mieux pour l'écosystème, ça va vous demander un peu d'argent ou d'en perdre. Eh ben, nous, on peut intervenir pour vous proposer un contrat qui va vous permettre de faire la différence. Je ne vais pas en parler plus parce qu'après, c'est Daniel, je pense, qui va parler de la suite. Alors oui, ça c'est ce qu'on appelle effectivement, oui c'est ça, c'est le fondement de ce que j'ai mis là, c'est le fondement de ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la possibilité d'agir sur le sol, puisqu'il est producteur, forestier, agricole, etc., change de pratique ou adopte une pratique positive ou la conserve. Parfois, c'est juste quelqu'un qui a une bonne pratique, un éleveur de viande du Massif central à l'herbe qui fait de la bonne qualité, il faut qu'il reste comme ça. Mais il est fragile, parce que c'est un acteur dans un système économique où il n'est pas favorisé par le système. Donc ça peut être garder une pratique, modifier une pratique, etc. Et en fait, on va le payer pour ça. On va calculer ce que ça représente, et on va l'usager en question, on va lui dire, OK, on te dédommage de la différence s'il y a une différence, ou on te soutient économiquement juste pour que ça passe et que tu puisses bien vivre de ton système. Donc vous voyez, c'est donc bien une logique dans laquelle on ne veut pas couper le circuit économique, on ne veut pas interrompre l'activité, on veut juste rendre la préservation de la biodiversité, on pourrait dire une bonne affaire. On veut que ça soit une bonne affaire, que tout le monde soit à la fin content. Mais pour ça, ça suppose un financement et une initiative. Et c'est là que je passe la parole aux forestiers. Très bonne transition de sur un la sujet d'actualité. Les forêts, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets qui foisonnent. Et donc, Daniel, on te laisse faire la transition justement sur ce mécanisme des PSE et les pratiques que toi, tu as pu observer aujourd'hui et pourquoi ça nous amène à ça au WWF. Alors justement, je pense que mes deux collègues ont montré, ont illustré les deux crises que de la biodiversité et du climat qui nous amènent à agir. Moi, j'ai essayé de vous montrer pourquoi on cherche à l'incarner dans des sujets forestiers et dans des projets forestiers en France, éventuellement à l'international, et pour l'instant en France en l'occurrence. Et effectivement, tu as donné déjà le mécanisme qu'on expliquera tout à l'heure de l'initiative, mais je vais rester peut-être un peu sur les éléments plus généraux de pourquoi en fait une entreprise a besoin de s'intéresser à la question forestière sur son territoire. Le premier élément, c'est qu'en fait, on est tous concernés, nous tous en tant qu'individus, vous tous en tant qu'entreprise, vous consommez de la forêt, vous avez une empreinte sur la forêt, sur la biodiversité ou sur le carbone d'ailleurs en l'occurrence. Sur le carbone, vous le mesurez, sur la biodiversité, peut-être pas encore. Sur la forêt, vous n'avez peut-être pas totalement conscience de quelles répercussions vos achats en fait, ont sur les forêts. On parle de déforestation importée, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on parle aussi d'impact éventuellement plus local sur des filières forestières, bois, papier, usage énergie. On cherche aujourd'hui en termes de ressources pour transformer notamment et utiliser autre chose que des ressources fossiles pétrolières, notamment pour produire des textiles, pour produire de la chimie. On cherche à utiliser la forêt et le bois et les éléments et sous-produits du bois en fait, de façon tous azimuts. Et il n'y a pas de mauvaise utilisation du bois, il y a simplement effectivement un besoin de garantir la durabilité de la façon dont c'est exploité. Et ça demande d'une approche à la fois quantitative. On ne pourra pas tout faire avec la forêt, ni nationale ni internationale. Et par ailleurs, ça demande une approche de gestion plus qualitative qui permet justement, notamment sur la biodiversité, de bien agir et de minimiser l'impact. Le deuxième élément qui vous lie tous à la forêt, c'est effectivement, ou qui peut vous lier à la forêt, non, tu peux laisser sur le même, c'est effectivement le carbone, on en a parlé, l'empreinte carbone, elle peut, le deuxième puits, les forêts sont le deuxième puits en fait, de carbone mondial. En l'occurrence, on pourrait parler aussi de projets dans les océans, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la forêt. C'est effectivement la forêt a une capacité à séquestrer, à stocker aussi en fait, à la fois dans les arbres qui restent en place et aussi dans les sols, une quantité importante de carbone. C'est ce qui vous permet en fait d'imaginer justement des contributions carbone après avoir réduit effectivement en dernier recours et sur l'empreinte résiduelle qui de toute façon il faut reconnaître ne pourra pas être annulée totalement puisque dès qu'on a une activité forcément on a une empreinte, mais on peut effectivement la réfléchir plus particulièrement.
Le dernier élément, c'est effectivement une empreinte, un élément lié à la biodiversité. Alors vous avez tous une empreinte sur la biodiversité. Je ne sais pas si aujourd'hui vous savez le type de papier que vous achetez, de quelle forêt il vient. On a des papetiers dans la salle, en l'occurrence, ils pourraient nous en parler aussi longuement. Mais quand vous achetez une table, quand vous achetez de l'énergie éventuellement d'ailleurs, qui est utilisée pour le bois, d'où est-ce que ça vient et quel impact, qu'est-ce que ça veut dire derrière. Vous n'avez peut-être pas conscience, mais derrière la panoplie des produits que je viens de vous citer, il y a des forêts totalement différentes. C'est-à-dire une forêt qui va être dominante pour produire de l'énergie, ou une plantation industrielle au Brésil qui va être dominante pour produire de l'énergie ou du papier. C'est pas du tout la même forêt que la forêt française qui va produire à la fois des bois de construction, des sous-produits qui veulent faire un peu d'énergie mais pas de façon prioritaire, etc. Donc c'est important effectivement d'avoir en tête que l'impact de tous nos produits, il est important en fonction de comment on achète, notamment on va avoir un impact sur la biodiversité plus ou moins grand. Au passage, petite parenthèse, puisqu'on parlait d'espèces en fait, ou de population tout à l'heure, est-ce que vous avez une idée, un ordre d'idée du nombre d'espèces qu'il peut y avoir dans une forêt française? Une forêt française bien protégée, c'est combien il y a d'espèces dedans en fait? De tout. La biodiversité dans son ensemble, animal, végétal, les champignons, tout. Oui. Alors, c'est des milliards d'individus, ce n'est pas des milliards d'espèces. Alors, virus, on va les mettre de côté. En général, quand on fait effectivement l'inventaire en fait, de la biodiversité d'une forêt, et justement, c'est notre travail en fait, pour mieux la gérer, mieux la conserver. On a très peu de forêts en fait, sur lesquelles on a un inventaire exhaustif. Alors, surtout en plus sur les très petites espèces. Mais déjà, quand on comptabilise en fait, toute la faune, mammifères, oiseaux, batraciens, quand on va ajouter les insectes, qui sont une grosse partie de la biodiversité d'une forêt française, en l'occurrence, les champignons, les plantes à fleurs, etc. On se retrouve. Alors, on a un cas particulier que j'aime bien citer, qui est une forêt qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO l'an dernier, qui est dans les Pyrénées-Orientales, où on a la chance, c'est sans doute la forêt la mieux connue d'Europe en termes de biodiversité, en termes d'inventaire de la biodiversité. On a sur à peine 300 hectares, 300 terrains de foot, pour faire court. Pour ceux à qui ça parle, un terrain de foot, en pleine Coupe du Monde, peut-être, il faut s'y mettre. En l'occurrence, on a à peu près sur 300 hectares, un peu plus de 1000 espèces, 8167 l'an dernier au dernier comptage. Ça, c'est un travail de titan de scientifiques qui, au fur et à mesure, en fait, permettent de faire les inventaires. Ils ont mis à peu près une cinquantaine d'années à inventorier la totalité. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. C'est un lieu très protégé dans lequel il n'y a pas d'exploitation forestière, dans lequel on n'a pas modifié, transformé en fait, depuis plus d'une centaine d'années cette zone-là. Et ça nous permet, au-delà du chiffre, le chiffre est anecdotique, de comprendre comment ça se répartit cette biodiversité. Effectivement, une grande partie de cette biodiversité, elle est liée à des très vieux arbres, éventuellement à des arbres qui sont même morts et laissés sur place, beaucoup liés au sol. La moitié de cette biodiversité, elle est liée à un stade de sa vie au sol. Donc ça veut dire aussi, en termes de gestion derrière pour le gestionnaire forestier, qu'il faut faire attention à ces compartiments particuliers. Dès que vous allez commencer à dessoucher, labourer, faire un certain nombre d'actions, vous allez avoir un impact sur la moitié de la biodiversité. Dès que vous allez trop rajeunir, vous allez perdre un quart de la biodiversité qui est liée aux très vieux arbres et aux bois morts. Donc voilà, c'est une façon en fait peut-être de vous illustrer en fait ce que c'est une biodiversité en milieu tempéré chez nous. Si on devait passer au tropical, on multiplierait sans doute par 10 en fait le nombre d'espèces, mais c'est pas l'objet. Donc on est tous concernés pour ces différentes raisons en fait à la forêt, à sa conservation. Alors comment agir? Alors, je ne cherche pas à faire un bashing anti-politique, en fait, en l'occurrence précisément. Mais c'est vrai qu'un des moyens d'agir qui est mis beaucoup en avant, c'est planter des arbres, finalement. C'est souvent la gestion forestière est réduite à une action qui est de planter. Je n'ai rien contre la plantation non plus. On en a besoin, et surtout en moment de changement climatique. En temps de changement climatique, on aura besoin d'en planter une partie, mais c'est de loin, depuis un siècle et demi que la science forestière s'est développée, c'est de loin pas la seule façon de gérer les forêts. Et au passage, pour la petite anecdote, cet arbre-là qui n'a pas du tout été planté pour de la séquestration de carbone, il a été planté pour commémorer en 2018 le centenaire de la fin de la guerre
14-18 en fait, et notamment de la mort d'un certain nombre de GI américains qui étaient venus mourir en fait dans le nord de la France. Ce petit arbre, il a été amené, donc c'est un chêne de chez nous, qui a été amené aux États-Unis, qui a malheureusement après avoir été planté a été déplanté parce qu'il fallait le mettre en quarantaine et est mort en quarantaine, donc il n'existe plus, en l'occurrence il ne stocke plus de carbone du tout. Au-delà de l'anecdote, c'est aussi pour montrer que, enfin pour dire qu'au-delà de planter un arbre qui est un axe symbolique extrêmement important, extrêmement fort, à la fois il y a d'autres types d'actions forestières, de gestion forestière, et à la fois ce à quoi il faut s'intéresser, c'est l'avenir de la forêt après. Donc quand vous achetez pour faire de la compensation carbone des arbres, il faut s'intéresser à ce qui va se passer dans les 5, 10, 15 ans, éventuellement après, en fait, et s'assurer que l'intermédiaire qui vous vend le projet en fait, a bien mis en place ce qu'il fallait, en l'occurrence, pour que cette forêt se restaure réellement. Alors, ces projets, ils peuvent être de différentes natures et ils cherchent à répondre à la réalité des forêts, de la situation des forêts aujourd'hui, qui sont, on peut l'utiliser comme ça, en fait, en crise d'une façon générale. Vous avez l'habitude, quand on vous parle de déforestation, vous avez là la carte que j'ai dû déjà vous montrer ou vous expliquer dans différents webinaires, en l'occurrence sur la déforestation. Si vous voulez retenir un petit peu de quelques grands chiffres, en fait, en l'occurrence, depuis que les civilisations se sont développées sur la Terre, au fur et à mesure en fait, du développement de différentes civilisations, on a perdu à peu près la moitié de la surface forestière. Ce qui n'est pas rien, pour s'installer, pour faire de l'agriculture, pour faire nos villes, pour faire nos infrastructures. Dans ce qui reste, dans l'autre moitié, dans les différentes évaluations qu'on a développées, y compris d'ailleurs au WF l'an dernier, avec une étude fin 2020, début 2021, en fait, qu'on avait sans doute dû vous présenter, on en a à peu près la moitié qui sont sous pression, mais qui sont en bon état de conservation et dans lequel justement et le carbone et la biodiversité peuvent à échéance 2030 être espérés, conservés. Et puis vous en avez une moitié qui soit est sous pression, soit déjà dégradée, soit est sous pression de dégradation. Et une partie, c'est la partie la plus visible en fait, effectivement, c'est le passage à l'image que vous avez à gauche, c'est-à-dire que vous n'avez plus de forêt du tout, en fait c'est de la déforestation. Mais entre les deux, Yann en a parlé tout à l'heure, il y a une dégradation progressive en fait, de la forêt qui peut faire perdre à la fois des ressources naturelles utilisables, et puis bien évidemment de la biodiversité. Et dernier élément, pourquoi se mobiliser sur les forêts? À WF, on travaille beaucoup sur la déforestation et sur l'international, sur la restauration des forêts au niveau international. On a eu d'ailleurs un atelier en début d'année, c'est au mois d'avril ou mai, je crois, sur ce sujet-là, où on avait eu l'occasion de vous présenter un certain nombre de projets de restauration de par le monde que le WF France finance. Mais il faut s'intéresser aussi aux forêts françaises pour différentes raisons. Et notamment le changement climatique. Vous avez tous entendu l'actualité de ces derniers mois de cet été, en fait, qui a mis en lumière sur le devant de la scène, en fait, notamment la question des incendies, la question des dépérissements, en l'occurrence. Les forêts françaises, elles sont aussi sous pression d'un changement climatique qui est de plus en plus prégnant et sur lequel on a besoin, à la fois pour des questions économiques d'ailleurs en l'occurrence, de maintien de cette ressource, mais aussi pour des questions d'accompagnement des changements climatiques sur la biodiversité, d'agir et de développer des projets. Donc c'est bien ces réalités-là en fait, qu'on essaye, avec l'initiative qui va vous être présentée ensuite par Aurélie, de viser et de proposer en fait, des actions concrètes qui permettent, dans la diversité, on va planter peut-être des arbres, en l'occurrence, on en plantera, en l'occurrence sur Tésia, un projet qui est en cours de montage, en l'occurrence, mais on va aussi préserver, on va aussi mettre des forêts qui sont à haute valeur pour la nature, hors exploitation, pour pouvoir effectivement garantir la conservation des espèces à long terme. Daniel. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre des questions de la salle, parce que je sens qu'il y a beaucoup de questions. Et en fait, évidemment, nous, on en a prévu pour vous. Mais moi, ça m'intéresserait quand même d'entendre les questions de la salle sur ces premières présentations. On a une pause prévue, je crois, à 15h30. C'est ça, Emma? Ouais, ok. Et donc, je vous présenterai l'initiative... 16h30, pardon, merci. Je vous présenterai l'initiative. Après, c'est volontaire. Hein. On veut d'abord pas trop vous influencer et vous écouter. Donc, une première question peut-être, au fond. Alors, je vais faire passer le micro. Non, on ne t'entendra pas, là. Il y a un barrage... Merci. Ma question est pour les forêts. Je pense que ce serait bien de distinguer une forêt naturelle en libre évolution où les espèces n'ont pas été forcément plantées d'une culture d'arbres en fait, qui n'est pas vraiment une forêt fonctionnellement et pour la biodiversité. Je pense que
pour les acteurs économiques et dans toutes ces thématiques dont on parle de compensation, de plein de choses, c'est pas la même chose en fait. C'est pas parce qu'il y a un arbre qu'il y a la même valeur écologique et qu'il y a la même biodiversité. Et il me semble que d'avoir une classification, c'est super passionnant. Mais quand on parle des forêts mondiales, il y a des vraies forêts et puis il y a des plantations d'arbres. Ou dans le Morvan, on va dans le Morvan, c'est des plantations, c'est des jardins d'arbres en fait, c'est pas des forêts. Et qu'on ait cette terminologie très claire et qu'on sache quand on compense, quand on investit, quand on achète du bois, est-ce que ça vient de forêt, exploité durablement, respectant la nature, ou est-ce que ça vient de plantations d'arbres qui contribuent à détruire la nature? Tout à fait. Et alors ça, c'est des choses qu'il faut qu'effectivement on vous garantisse. Et si je le mets, alors on peut le réfléchir à l'échelle internationale, on peut le réfléchir. Et effectivement, il y a aujourd'hui des projets de captation de carbone qui sont de la plantation industrielle, dans lesquels on peut se poser la question de la réelle plus-value en fait en termes de carbone. Je ne parle pas de biodiversité, mais de carbone en l'occurrence. Et si on le remet dans le contexte national, on a un peu toute la palette en fait, du plus naturel. Et aujourd'hui, il y a quand même un travail qui se fait. On y participe d'ailleurs, y compris sur des projets de terrain dont on pourrait parler, à protéger ce qu'on appelle les vieilles forêts, les dernières vieilles forêts de France, en l'occurrence. Ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, finalement, une bonne partie de ces vieilles forêts sont toujours pas ni identifiées clairement, ni protégées de façon durable. On a à peu près 1% des forêts qui sont dans les espaces protégés, en l'occurrence réserves naturelles, cœurs de parc, etc. Mais on en a aussi un certain nombre qui sont à haute valeur dans certaines régions particulières, comme les Pyrénées par exemple, où un inventaire est important, a été fait en fait et montre bien qu'il y a une partie de ces forêts qui sont souvent peu exploitées, qui restent à protéger. Et nous, ça fait partie, dans les projets qu'on vous présentera, d'une des cibles, clairement. En l'occurrence, c'est pas la seule, parce qu'effectivement, les problématiques forestières, elles se posent différemment dans les différentes régions. Et dans un certain nombre de régions, on interviendra aussi en accompagnement du changement climatique. Donc ça veut dire de la gestion un peu active, pas forcément faire des monocultures, bien évidemment, mais en tous les cas, être en capacité justement de diversifier pour qu'elle s'adapte plutôt au changement climatique. Et puis dans d'autres contextes, notamment, alors, je reviens à l'international tropicaux, faire des projets, c'est aussi avoir des projets de déforestation évitée, c'est-à-dire permettre en fait de faire la bonne gestion ou de donner les moyens aux populations de faire une autre agriculture ou une autre développement énergétique qui n'impacte pas la forêt, et c'est tout à fait possible. Et donc voilà, donc on a une diversité de projets que je ne vous ai pas montré là dans le détail, mais qu'on verra dans l'initiative, qui répondent bien au-delà de la seule plantation, même si à nouveau on fera de la plantation aussi. D'autres questions, et si vous pouvez vous redire votre nom quand vous... Et votre entreprise éventuellement. Merci. Nicolas Ventris pour la Banque Postale. Dans le cadre de vos travaux, est-ce que vous travaillez avec des organismes qui travaillent déjà sur le sujet, comme l'ONF ou le Centre national de la protection forestière, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous adressez la question du morcellement? Parce qu'il y a un gros sujet, en particulier en France, dans les forêts, qui sont... il n'y a pas des grandes étendues forestières qui appartiennent à un seul acteur. C'est souvent morcelé auprès de plein de petits acteurs privés. Et donc c'est compliqué d'aller les fédérer pour un projet commun sur une même unité d'espace, finalement. Et ça, c'est ce qui aussi limite des actions sur des grandes zones. Alors effectivement, peut-être un petit rappel français sur les forêts pour tout le monde. Il y a 3/4 des forêts qui sont de propriété privée, donc de propriétaires individuels privés. Donc, dont beaucoup, alors ces propriétaires individuels privés, c'est 3 millions de personnes en fait, en l'occurrence. Donc effectivement, une partie ont des grandes surfaces et peuvent éventuellement en vivre en fait. Dans ces 3/4, en fait, il y a aussi des institutionnels, des banques, des assurances, en fait, en l'occurrence, qui ont investi en forêt et qui sont sur leur patrimoine privé. Et puis il y a un quart de la forêt qui est publique, gérée par l'Office national des forêts, dont une partie de forêt domaniale, 11%, mais le reste, c'est des forêts qui appartiennent aux collectivités, aux communes, principalement, en l'occurrence. Donc effectivement, nous, on ne s'interdit pas de travailler avec aucun de ces propriétaires forestiers-là.
Avec l'Office national des forêts, il y a des interactions, en l'occurrence ponctuellement sur un certain nombre de projets, notamment de projets dans les communes qu'on est en train de développer, et il y en aura. Ce qu'on vise principalement quand même, ça reste la propriété forestière privée, notamment les propriétaires forestiers privés qui veulent faire effectivement changer de gestion ou faire une gestion plus proche de la nature. C'est sans doute eux qui ont le plus besoin d'appui, à la fois d'appui pour réfléchir à la gestion et puis d'appui aussi, y compris financier, pour les mettre en œuvre en l'occurrence. Peut-être que je peux juste ajouter qu'effectivement, on s'est dit que, étant donné le morcellement qui est assez spécifique de la forêt française, on ne peut pas fonctionner avec un système où on va chercher individuellement chaque projet nous-mêmes, l'opérateur, etc. Il faut qu'ils viennent à nous. Et donc il faut un système où on agrège et on appelle les projets. Mais je déflore, je ne veux pas. Mais voilà, je crée le suspense. Après, juste un complément, la propriété forestière, elle est extrêmement privée, elle est extrêmement morcelée. Mais il y a des variations quand même d'une région à l'autre en l'occurrence. Elle est, juste pour expliquer, elle est morcelée principalement par son histoire, enfin du fait de son histoire. C'est qu'une grande partie, la moitié de nos forêts sont des anciennes terres agricoles du 19e siècle, enfin qui étaient agricoles jusqu'au 19e siècle, voire même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui ont été abandonnées et qui sont devenues forêts et sur lesquelles il y a besoin de réfléchir à une gestion un peu différente pour effectivement les amener à quelque chose qui a un sens d'un point de vue économique et puis d'un point de vue de la biodiversité. Donc cette historique-là, il est ancré dans les parcelles et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec 3 millions de propriétaires dont certains ont moins d'un hectare et du coup n'ont même pas, ni pour la nature, ni pour l'économie, en fait, de réflexion forestière, de gestion. Bonjour, merci pour votre intervention. Je m'appelle Lucie et je travaille chez LVMH Recherche. Et j'ai une première question, c'est est-ce que WWF participe à des projets d'agroforesterie? Et la deuxième, c'est, j'ai en tête que lorsqu'on plante un arbre, il met un certain temps avant de pouvoir capter du CO2. Est-ce que, j'ai pas le nombre d'années en tête, est-ce que vous pourriez nous le rappeler si vous l'avez en tête? Dès qu'il va être, je réponds à la deuxième, je te donne la première, Yann, si tu veux. La deuxième, l'arbre, dès qu'il va être planté, va effectivement commencer à séquestrer du carbone, en l'occurrence. Peut-être deux éléments et puis il va le faire tout au long de sa vie en fait. Il y a une croissance forte au début en règle générale et ensuite une croissance plus faible, mais ce qui est important de réfléchir quand on réfléchit séquestration de carbone par la forêt, c'est que ce qui nous intéresse, c'est la capacité sur une terre agricole, c'est effectivement la capacité par la plantation d'arbres en fait, à restocker du carbone. Mais ce qui est important et majeur, c'est de garder le carbone qui est déjà stocké, et notamment qui est stocké progressivement dans les arbres, dans le sol aussi. En fait. Un sol agricole qui a été utilisé pendant des décennies, il n'a pas le même stockage de carbone qu'un sol forestier dans lequel les feuilles sont retombées, voire même le bois mort a pu être retourné au sol sous forme de carbone et va séquestrer beaucoup plus. En fait. Donc on a ces deux dimensions à avoir en tête quand on fait des projets de carbone. Et c'est pour ça que quand on fait de la déforestation à éviter, quand on cherche à éviter la déforestation, c'est bien pour protéger un stock qui existe déjà. Et par ailleurs, quand on a des espaces qui sont dégradés, voire des espaces agricoles qui sont abandonnés, on a dégradé, comme je vous montrais tout à l'heure, on a défriché en fait la moitié de la surface forestière de la planète, mais il y en a une partie qui a été abandonnée depuis. En fait. Il y en a une partie qui effectivement n'a plus de valeur agronomique parce que l'agriculture qui a été faite dessus a causé d'érosion des sols ou de la dégradation des sols. Et aujourd'hui, donc, il y a de la place encore aussi, y compris d'ailleurs dans certaines zones françaises où il y a moins de boisement, à effectivement reconstituer des forêts. C'est une des modalités en l'occurrence. Nous, on va s'intéresser à ça, mais on va aussi surtout s'intéresser à protéger les vieilles forêts dans lesquelles il y a beaucoup de carbone, dans les sols et aussi sur place, et puis essayer d'aider les forêts à s'adapter au changement climatique, au climat de demain, notamment en faisant des interventions d'éclaircie, de mélange d'essence, des choses comme ça, en plantant ou pas en plantant d'ailleurs en l'occurrence. Et sur l'agroforesterie, réponse de Normand. Pour l'instant, non, on va se concentrer sur la forêt, mais on a des projets d'agroforesterie, c'est un truc auquel on est très intéressé. On a en tout cas au moins un projet là qui est développé, qui attend son financement. Potentiellement, c'est entièrement faisable dans la même logique, mais il faut quand même commencer par être clair et concret sur les objectifs. Donc on va commencer sur la forêt. Puis plus tard, on verra
à l'élargissement à d'autres milieux. Tous les milieux peuvent être concernés en fait, dès lors qu'il y a une utilisation économique X ou Y et qu'on peut la gérer. Non, question très bête. Si l'État est le premier producteur, le premier forestier, si je comprends bien, le propriétaire forestier de France, si je comprends via l'ONF. En termes de propriétaire unique, mais sinon, oui, les 3/4 de la forêt sont privés. Hein. En tant que propriétaire unique, il semble que ce soit lui. Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui est votre première victime, entre guillemets, parce que ça aurait une vertu d'entraînement et pédagogique. Pourquoi ne pas engager l'ONF dans vos projets en priorité? Alors, et quelles sont vos relations en réalité avec l'ONF? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous considèrent comme un emmerdeur et un concurrent, ou des têtes bien faites mais qui sont trop intelligents? Enfin, j'aimerais bien comprendre ça, parce que c'est curieux que vous sembliez considérer qu'il y a vous et avec ces propriétaires privés, mais que l'ONF est une entité en soi qui mène sa vie en quelque sorte. Alors, deux éléments. Le premier élément, l'ONF est le premier gestionnaire forestier. L'État, et donc nous tous, on est propriétaire des forêts domaniales. En l'occurrence, une bonne partie des autres forêts qui sont gérées par l'ONF sont des forêts qui appartiennent au domaine privé des communes. Et donc c'est leur domaine privé, en l'occurrence. Donc l'ONF n'est pas le propriétaire des forêts, en l'occurrence. Par contre, par délégation, par la loi, ils ont effectivement une gestion. Ensuite, l'ONF, c'est 8000 et quelques agents. Ça a beaucoup baissé d'ailleurs, et c'est un des problèmes pour faire une gestion de qualité. Et vous avez une diversité de visions à l'intérieur, en l'occurrence. Donc pour vous répondre de façon directe, on est en discussion, voire en négociation sur un certain nombre de points. On est en appui et en développement, voire même en financement de projets qui sont gérés par l'ONF, enfin, dont les forêts sont gérées par l'ONF pour des communes. On a monté un certain nombre d'études dans des forêts. Ça dépend d'où vous parlez, à qui vous parlez. Et effectivement, il n'y a pas une relation partenariale ou institutionnalisée avec l'ONF. Mais voilà, on est en échange constant en l'occurrence. Votre question, elle serait à mon avis aussi pertinente, voire plus en fait, par rapport à la forêt privée, qui est aussi organisée. Monsieur disait en fait, parlait du CNPF, le Centre national de la propriété forestière, avec qui on est en échange, mais avec qui il y a quand même des partis pris de gestion en fait, plus productive dans certains cas qui sont difficilement compatibles avec ce qu'on vous présente. Donc voilà, enfin, on est en complément. À nouveau, c'est assez diversifié aussi. Ça dépend beaucoup des régions. La France, c'est pas du tout homogène en termes de forêt. On a des forêts méditerranéennes qui produisent très peu, dans lesquelles effectivement le rôle de biodiversité, le rôle de paysager en fait est extrêmement important. Les risques incendies sont importants aussi. Donc des problèmes de risque et de protection de l'urbanisation aussi. Vous avez des forêts productives essentiellement dans le nord-est de la France et dans le sud-ouest de la France, centre et sud-ouest de la France, qui produisent la majorité du bois qu'on utilise aujourd'hui. Donc, et puis après, vous avez d'autres régions. Mais chaque région a ça. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de la France, forestière, mais pas que. La richesse écologique, c'est qu'effectivement, on est un carrefour d'influences méditerranéennes, continentales, alpines et autres, en fait, qui font que on a océanique, qui font qu'on a une biodiversité remarquable. Oui, bonjour, je m'appelle Marine Simone, je travaille pour un partenariat qui fait du développement alliant en mer, SOL. Ma question, c'est du coup, quand on fait, pas compensation, contribution, disons, c'est facile de mesurer les tonnes de CO2, enfin c'est pas facile, mais bon, imaginons, on peut le faire, c'est possible. Si on choisit des co-bénéfices plutôt socio-économiques, on va pouvoir aussi avoir, je sais pas, combien de revenus supplémentaires pour les agriculteurs, les choses comme ça. Si après on choisit des projets plutôt qui vont bénéficier sur la biodiversité, les forêts, etc., qu'est-ce que c'est les indicateurs, qu'est-ce qu'on compte pour communiquer là-dessus? Je commence. Alors, je voulais l'illustrer par la forêt. En fait, effectivement, la biodiversité, c'est un objet qui vous semble plus compliqué. Notamment plus compliqué que le carbone. Alors déjà, moi, je me remettrais peut-être en questionnement le fait que le carbone, c'est simple. Parce quand vous achetez une tonne de carbone, je ne suis pas sûr que vous sachiez exactement ce que vous achetez. Déjà, c'est du CO2 en l'occurrence. Et puis derrière, il y a des méthodes de calcul très différentes d'un acteur à l'autre, qu'il faut être capable de discuter, de challenger aussi. Et donc... même sur cette métrique-là, quand vous regardez du point de vue technique les choses, on a eu l'occasion de le faire avec certains d'entre vous qui nous ont posé des questions,
vous avez, d'un point de vue calcul carbone, des projets qui sont bons et des projets qui le sont moins. Donc ça, c'est sur la partie carbone. Sur la partie biodiversité, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des projets forestiers que je connais, et des systèmes forestiers, y compris le label bas carbone et ce genre de choses, en fait, ont finalement pris le parti de répondre à la maximisation du carbone et puis éventuellement, plus ou moins bien cadré, de donner des co-bénéfices ou d'exprimer des co-bénéfices ou de transmettre des co-bénéfices qui garantissent un petit peu la qualité de la gestion. Dans le label bas carbone, vous avez des co-bénéfices biodiversité qui ne sont pas très bons. Vous avez des co-bénéfices économiques aussi, qui sont mieux calculés, en l'occurrence. Nous, notre approche, enfin, ça sera présenté tout à l'heure, elle est assez différente. Elle est effectivement d'essayer d'équilibrer ces services que nous rendent les forêts ou d'autres écosystèmes, le stockage du carbone, la protection de la biodiversité, la protection des eaux, des sols, etc. Tout ça, c'est pas l'un contre l'autre, en fait. On peut tout à fait rendre compatible, et une partie de nos actions sont depuis toujours compatibles avec du stockage de carbone, sauf que c'est vrai qu'on ne s'en préoccupait pas spécialement, et on ne cherchait pas à le revendiquer en tant qu'ONG de protection de la nature. Enfin, en l'occurrence, on se focalisait sur la biodiversité. Pour en venir aux métriques, et in fine, ça va être, non pas, on ne peut pas faire l'inventaire, on va pas vous donner les 8167 espèces de chacune des forêts, enfin, déjà elles n'y seront peut-être pas dans des autres, parce que là c'est un cas exceptionnel, mais on ne va pas mettre 50 ans de recherche pour inventorier sur chacun des projets le nombre d'espèces. Donc la longue liste à la Prévert de la biodiversité, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment fonctionne la biodiversité, est-ce qu'on a appauvri ou pas certains domaines ou catégories en fait, de la biodiversité en fait, particulière. Et puis on va avoir un regard particulier sur les espèces en danger, les espèces menacées de liste rouge en l'occurrence, ou les espaces protégés, ou les habitats protégés particulièrement. Il y a toute une panoplie d'outils en fait, qui permettent de focaliser sur finalement des surfaces favorables à telle ou telle espèce. Au passage d'ailleurs ça me permet de citer Emmanuel Ripoux est dans la salle pour Sylvamo, avec qui avec FSC on a lancé l'an dernier en fait, une boîte à outils sur la biodiversité forestière pour justement aider les gestionnaires, et notamment les gestionnaires forestiers certifiés, mais pas que, il s'est ouvert à tout le monde, permettent de donner un conseil de gestion sur la biodiversité. C'est entre autres ce genre d'outils qu'on va utiliser pour vous donner en fait des métriques qui seront des surfaces protégées d'un certain nombre avec des cibles particulières et un nombre d'espèces menacées auprès desquelles on a travaillé. Et puis d'ailleurs, il y aura une troisième métrique dont on n'a pas parlé, qui est aussi des métriques qui correspondent à des métriques d'adaptation des forêts au changement climatique. C'est qu'on a ambition, effectivement, sur un certain nombre de projets, à effectivement permettre une adaptation progressive. C'est des choses qu'on mesurera aussi. Donc, vous vous souvenez le lien avec, c'est en lien avec la présentation que j'ai faite. L'indicateur clé, ça va être des surfaces. Là, ce n'est pas des tonnes, ce n'est pas des équivalents, c'est des surfaces qualifiées d'une certaine manière. Surface à habitat de tel truc. Surface à un tel niveau équivalent à un tel niveau de protection, ou surface à un tel niveau de potentiel de biodiversité. Parce que la question, elle était aussi sur le modèle économique, moi j'ai compris. C'est-à-dire qu'est-ce que en l'occurrence là, les forestiers, comment ils vont pouvoir s'impliquer sous forme de rémunération. Donc ça revient au mécanisme des paiements pour services environnementaux. Oui, c'est ce que disait Yann tout à l'heure. En fait, en l'occurrence, effectivement, le cœur, je ne sais pas si tu le représenteras tout à l'heure, le cœur du mécanisme qui est discuté aujourd'hui, c'est ce qu'on, dans le jargon technique, mais vous n'avez pas forcément à vous l'approprier, s'appelle des paiements pour services écosystémiques. C'est-à-dire, à nouveau, le forestier, il a un propriétaire forestier privé, il a effectivement un territoire donné, il a la propriété des arbres, le pic noir ou le lucane cerf-volant, un petit insecte, en l'occurrence, qu'il y a dans sa forêt, ça ne lui appartient pas. Le carbone, il peut le vendre parce que c'est lié au bois. L'eau pure, l'air pur, en l'occurrence, c'est cadré par d'autres choses. L'eau, c'est cadré par la loi. L'air pur, il n'appartient pas aux gestionnaires forestiers. Donc, on cherche à... Or, la forêt et sa gestion, la forêt nous offre en fait tous ces services, et le gestionnaire nous rend des services, a la capacité d'influer la gestion de ce service en le dégradant ou en faisant bien, en l'occurrence, dans les deux sens. Et donc, nous, le mécanisme financier, économique qu'il y a derrière, c'est effectivement de permettre que ces projets-là, quand vous êtes propriétaire forestier d'une forêt et qu'on vous dit, là, il y a, on parlait je ne sais plus avec qui tout à l'heure, de la cigogne noire, là, il y a de la cigogne noire, ces arbres-là, vous ne les touchez pas parce qu'en fait, c'est les nids où il y a de la cigogne noire qui remonte en migration chaque année,
Et ils vont venir là parce que les arbres sont âgés, parce qu'ils s'y prêtent, etc. Et qu'il y a une quiétude particulière. Ces arbres-là, moi je vous interdis de les exploiter. C'est forcément un manque à gagner pour lui. C'est légitime, les arbres lui appartiennent. Par contre, le projet qu'on lui donne, la société aujourd'hui, ni l'État, ni l'ONF, ni personne, en fait, ne lui donne rémunération ou capacité à faire cette action. Donc, dans le mécanisme économique, il y a effectivement le financement des manques à gagner que génère le projet s'il y en a, et puis éventuellement des actions concrètes, des actions de marquage, des actions d'éclaircie, de gestion sylvicole, de choix de sylviculture particulier, de plantation éventuellement. Tout ça, c'est des coûts que le propriétaire n'a pas forcément vocation ou obligation de faire. Et donc nous, dans le cadre, à partir du moment où c'est additionnel par rapport à une bonne gestion, en fait, on arrivera effectivement à pouvoir le financer. Et c'est là que les entreprises comme vous vont rentrer en jeu, parce que pour financer toutes ces pratiques, on va créer cette initiative que je vais vous présenter, mais après la pause, on vous tient en haleine, pour justement lever des fonds pour financer ces pratiques. Donc je vous libère du coup un quart d'heure jusqu'à 45, et je vous retrouve après la pause. Merci à tous. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave.